OK, donc on continue maintenant avec le concept de gestion de file d'attente. OK, donc jusqu'à présent, là, les exemples, les illustrations que j'ai présentées, c'est toujours genre juste une file d'attente avec, bon, peut-être plusieurs consommateurs, plusieurs producteurs, mais toujours une file d'attente. Mais en réalité, euh, un intergiciel qui gère des files d'attente peut évidemment là, en déployer plus qu'un. Ok. Donc, et une seule machine peut aussi là, gérer plus qu'une seule file d'attente à la fois. Ok. Donc, pour pouvoir faire ça, on a besoin d'une composante qu'on appelle le gestionnaire de file d'attente. Donc, qu'est-ce que ce gestionnaire va faire? Il va donc être capable de créer ou supprimer des files d'attente. Okay, donc dynamiquement, on peut en ajouter, créer des nouvelles files d'attente ou en supprimer. Démarrer ou arrêter les files d'attente. Donc c'est possible que les files d'attente soient arrêtées, c'est-à-dire que pas il n'y a pas de nouvelle information qui peut rentrer dans la file d'attente ou qui peut sortir de la file d'attente jusqu'à qu'on la continue ou qu'on la démarre. Modifier les propriétés de file d'attente, donc par exemple la durabilité de la file d'attente elle-même, ou on va voir tout à l'heure des choses comme l'ordonnement des publications ou des événements dans la file d'attente. Et aussi tolérance aux pannes, donc être capable de surveiller la performance des files d'attente, les pannes et les rétablir. Okay? Donc ça, c'est ce que le gestionnaire va faire. Et plus généralement, on dit que la composante de gestionnaire de file d'attente, qui fait partie d'un intergiciel, donc plus généralement, l'intergiciel va s'appeler un broker ou un message broker. Et donc, le broker, comme le nom l'indique, c'est comme un intermédiaire, c'est comme un tierce partie là, qui gère quelque chose entre les différents utilisateurs. Donc, en plus de faire la gestion de file d'attente, un broker va aussi faire d'autres choses, par exemple la transformation des messages dans différents formats. Donc, c'est ça que vous faites dans votre laboratoire. Donc, vous êtes en train de développer un broker. Et l'autre chose qu'il peut faire aussi, c'est le routage. Okay? Donc, s'assurer que l'information va aller au bon endroit. Donc, ça, c'est le terme général, c'est broker. Et quand on va regarder le Publish Subscribe la semaine prochaine, on va voir que ça aussi, le Publish Subscribe peut être offert par un broker, okay, comme intergiciel. Et donc, le même broker peut gérer des files d'attente, gérer les fonctionnalités de Publish Subscribe, faire de la transformation, faire du routage, etc. Ok, donc ici c'est un peu un exemple là, pour motiver le besoin d'avoir plusieurs files d'attente. Ok, donc ça c'est un exemple extrait là, de IBM là, qui utilise ça pour expliquer un peu un cas d'affaires qui est courant pour eux. Donc c'est gestion d'inventaire à l'échelle d'un pays par exemple. Donc ici, donc l'idée ce serait que chaque fois qu'il y a des produits, il y a du stock qui est ajouté à un certain endroit, ok, on peut modéliser ça dans une file d'attente, ok, donc insérer dans la file d'attente, la consommer et tout ça. Et des fois, les produits doivent être distribués, donc déployés et répartis à travers plusieurs autres villes, par exemple. Donc, à ce moment-là, chaque ville a son propre système d'inventaire, ou ça, chaque entrepôt, on pourrait dire, a son propre système d'inventaire. Et à ce moment-là, ce qui devient intéressant, c'est de voir que les files d'attente qui sont satellites, là, les secondaires ici, agissent en tant que consommateurs et peut-être aussi producteurs pour la file d'attente principale. Donc ça, c'est le modèle qu'on appelle Hub and Spoke, qui est très populaire pour faire de la distribution d'inventaire ici, où il y a un hub, donc un endroit central, un emplacement central ici, donc par exemple la file d'attente ici de Chicago, qui va connecter toutes les autres files d'attente. Et là, des produits peuvent donc circuler à partir de entrer dans une file d'attente, ensuite être envoyé au hub qui va l'envoyer à un autre endroit. Okay? Donc on peut modéliser ça de cette façon-là. Et là, c'est comme un système d'intergiciels qui fonctionnent ensemble. Et les intergiciels eux-mêmes peuvent agir comme producteurs et consommateurs entre eux et ultimement donc être connectés à des clients. Donc ça permet d'augmenter un peu la mise en échelle aussi, là, où les clients terminaux ne sont pas besoin d'être directement connectés là, à l'intergiciel, donc qui est cœur,
peuvent être séparés, divisés sur des interlogiciels donc, qui sont secondaires. Ok, donc un autre aspect qu'on veut parler ici, donc, c'est le concept là, de support pour plusieurs consommateurs. Ok? Donc comment est-ce que comment est-ce que le gestionnaire de file d'attente peut gérer là, une file d'attente où il y a plusieurs consommateurs qui sont connectés en même temps. Ok? Donc comment est-ce qu'on va, par exemple, distribuer là, les publications, là, les messages qui rentrent dans la file d'attente, comment est-ce qu'on va déterminer là, quel consommateur va recevoir le message ultimement, parce que c'est une file d'attente et donc la logique de consommation, c'est que chaque message qui rentre dans le fil d'attente va être envoyé à exactement un consommateur. Donc, si ce n'est pas la logique désirée, il faut utiliser le Publish Subscribe qu'on va regarder la semaine prochaine. Donc ici on a deux possibilités ici. Donc la première possibilité, c'est abonnement à la file d'attente. Donc les consommateurs vont tout simplement déclarer qu'ils sont abonnés à la file d'attente. Et là, à ce moment-là, les messages, quand ils rentrent, c'est un peu comme du first serve, first come, first serve. Donc, c'est-à-dire que premier arrivé, premier servi. Donc, dès que j'appelle le message de consommation, la méthode de consomme, s'il y a un message qui existe, je prends le premier là, qui est à la tête là, donc, en avant de la file d'attente. Donc tout simplement, de cette façon-là, on est capable de consommer les messages. Et une autre possibilité, bon, celui-là, c'est un peu spécialisé, c'est pas la méthode par défaut, mais c'est de définir une liste de receveurs. Donc, le producteur pourrait, par exemple, identifier qui sont les receveurs que j'aimerais que j'aimerais qu'il ait accès à ma file d'attente. Et là, essentiellement, la file d'attente est comme dédiée à ce producteur-là. Et les seuls receveurs qui peuvent recevoir des messages là-dedans, c'est ceux qui sont identifiés par le producteur. Donc à ce moment, à l'intérieur une fois que ça s'est identifié, ben là, on peut consommer les messages au fur et à mesure. Donc évidemment, faire une liste comme ça, okay, donc identifier exactement qui sont les receveurs, on pourrait considérer ça comme étant là, un bris là, de découplage d'espace. Okay? Donc c'est pas la méthode par défaut là, qui est couramment utilisée. Ok, donc comment est-ce qu'on retire les messages dans la file d'attente? Donc premier arrivé, premier servi, donc FIFO, ça serait de tout simplement là, consommer le message en tête de file, okay? Donc au début de la file. Une autre possibilité qui est supportée par certaines files d'attente, c'est ajouter un concept de sélectionneur. Donc là, les consommateurs ont le droit d'exprimer un filtre, en quelque sorte, et le gestionnaire va prendre la file d'attente, va prendre le sélectionneur pour, et dès qu'il y a un message qui satisfait le filtre, va l'envoyer donc à ce consommateur précis. Okay? Donc ça, ce concept-là d'avoir du filtrage et pour sélectionner des messages, c'est un concept qui va revenir dans le Publish Subscribe. Sauf que dans la différence dans le Publish Subscribe, c'est que c'est possible que le même message satisfait plusieurs sélections, okay, de plusieurs consommateurs différents et va être envoyé à tout le monde. Alors qu'ici, ça va juste être envoyé à un. Donc, la méthode de base pour consommer, c'est enlever le message, donc le DQ, okay? Donc c'est ça le système de base, mais certaines files d'attente aussi offrent le concept de browse ou de peek, okay? Consulter, donc c'est simplement regarder quel est juste regarder est-ce qu'il y a un message en tête de file. Okay? Donc là, ça permet à un consommateur de juste regarder le contenu d'un message sans le consommer nécessairement. Okay? Donc dans certaines applications, peut-être que c'est possible, ça fait du sens d'avoir une logique comme ça où je vais regarder un message sans le consommer. Okay? Peut-être pour décider quoi faire avec, ou peut-être que je fais un traitement qui ne nécessite pas que le message est consommé. Okay? Donc, quelles sont les différentes propriétés que les messages peuvent avoir, et ces propriétés-là peuvent affecter là, donc, la façon que les messages sont retirés là, de la file d'attente selon la sélection. Donc,
Donc, c'est différents critères qui peuvent être utilisés pour déterminer comment on consomme le message. Donc, priorité, donc des messages peuvent être attribués une certaine priorité et là, la file d'attente va essentiellement être réordonnée là, selon la priorité. On peut définir un temps de retrait là, minimum. Donc, le message doit obligatoirement être enregistré dans la file rester dans la file d'attente pour un certain temps. Okay? Donc, pour obliger que le message soit consommé après un temps X. Temps d'expiration, donc on peut essentiellement ajouter un timeout sur le message et si le message n'est pas consommé, donc c'est l'inverse de ça. Donc si le message reste trop longtemps dans la file d'attente, ça peut être immédiatement là, expiré. Identifiant de corrélation, donc ça c'est un concept un peu plus avancé, mais par exemple si on veut, on va voir peut-être tout à l'heure, si on veut simuler requête-réponse ou du RPC, ben là à ce moment-là, on peut utiliser des identifiants de corrélation pour par exemple identifier qu'un tel message est une réponse à un tel autre message qui était une requête avant, parce qu'ils ont le même identifiant. Okay? Donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer d'ajouter là, pour lier des messages ensemble. Et format de données. Et donc, pour le format de données, idéalement, le gestionnaire de l'interlogiciel est aussi un broker qui est capable de faire la transformation de représentation de formats différents comme vous le faites dans votre laboratoire. Ok, donc quand on parle de priorité de message, donc comment est-ce qu'on peut attribuer des priorités au lieu d'être juste là, first in, first out, plus, c'est-à-dire la méthode par défaut, c'est le premier message qui arrive, c'est le premier qui va être retiré. Donc la priorité permet là, essentiellement de changer un peu, changer l'ordre des messages là, pour qu'un message plus tard peut-être est prioritaire et mis en avant là, dans la file. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Une approche, c'est statique, c'est tout simplement dire priorité, c'est une valeur constante, peut-être là, dépendamment là, du type de message ou de la source du message, des choses comme ça. On va attribuer une priorité, puis on ordonne tout le temps la file selon la priorité. Okay. Il y a, on va regarder tout à l'heure donc ça, c'est le système d'ordonnement par priorité, c'est highest priority first. Donc, on va tout le temps mettre les messages les plus prioritaires en premier. Et il y a un concept aussi de weighted fair scheduling, qui est donc où on va donc essentiellement là, ajuster la priorité avec aussi le temps là, le temps du message dans la file d'attente. Et sinon, l'approche dynamique ici, c'est de calculer donc au fur et à mesure calculer donc la priorité d'un message. Okay? Donc le message peut changer de priorité au fur et à mesure. Donc une possibilité c'est Earliest Deadline First, EDF. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que imaginons que chaque message a une valeur là, qui est de deadline, donc c'est le temps d'expiration essentiellement. Là on pourrait par exemple prioriser les messages par le temps d'expiration. Et donc, au fur et à mesure là, que le temps là, progresse, certains de ces messages-là vont être vraiment proches là, d'expirer, donc on va les prioriser. Et une autre possibilité donc, qui est similaire à ça, c'est ce qu'on appelle Least Slack Time, LST, ou des fois c'est appelé LLF, donc Least Laxity First. Donc ça, c'est relié au deadline essentiellement, c'est définir un concept de slack time, c'est-à-dire le montant restant de temps qui reste pour traiter un message, okay? Donc avant que ça expire. Et donc là, l'idée c'est que, par exemple, on peut combiner plusieurs approches, on peut faire du FIFO, okay? Ou faire du highest priority first, mais là, s'il y a un message qui devient urgent, là, c'est-à-dire que le slack time devient très très bas, approche là, un temps critique, là, où si on rate, là, si on ne traite pas cette information immédiatement, ça va causer des problèmes, puis ça va être en retard plus tard. Donc à ce moment-là, le slack time va être très très court, là, va être proche de zéro. Donc on va immédiatement là, bumper le message prioritaire puis le mettre en avant pour le consommer. Ok, donc highest priority, donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc définir différentes classes de priorité et donc les classes pourraient être selon la source, selon le type d'information, peu importe le critère. Et là, les messages sont donc classés et comment on va consommer. Donc on consomme tout le temps, s'il y a des messages dans la classe 1, on va toujours consommer ces messages-là.
s'il y a des messages dans la classe. S'il n'y a pas de message en catégorie 1, on va s'occuper donc des messages de classe 2. Et c'est seulement quand il n'y a aucun message dans la file d'attente qui est 1 ou 2 qu'on là, on va consommer les messages de type 3. Okay? Donc ça, c'est un type là, c'est comme ça qu'on peut faire du highest priority. Le problème avec ce type de système, c'est la famine. C'est-à-dire que si, par exemple, le taux d'insertion de messages de classe 1 est plus rapide que le taux de consommation, okay? Donc c'est-à-dire qu'il va toujours avoir un message de classe 1 dans la file d'attente si donc le taux d'entrée est plus rapide que le taux de sortie. Ben là, à ce moment-là, ça veut dire que les messages de 2 et 3 vont jamais être consommés. Donc ça, c'est un problème de famine. C'est-à-dire que ces messages-là vont rester indéfiniment dans le système sans être traités. Il y aura perte de service pour ces classes-là. Donc, dans certaines applications, c'est peut-être non désirable d'avoir la famine des messages qui sont moins prioritaires. Ok, donc comment est-ce qu'on pourrait éviter ce problème? C'est utiliser le concept de weighted fair scheduling, donc c'est-à-dire d'ajuster les priorités essentiellement avec pour qu'il y a quand même une certaine justesse là, dans une certaine qu'il y a une certaine garantie que les messages de classe qui sont moins prioritaires vont quand même être traités. Ok, un moment. Ok, donc comment ça fonctionne? C'est essentiellement combiner le round robin avec priorité. Ok, donc on va avoir là, évidemment, on va traiter la classe 1 plus fréquemment que les autres classes. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire par exemple que classe 1 a un poids de 2 et les deux autres classes ont un poids de 1. Ok? Et là, la façon qu'on va calculer le contenu de la consommation, on va donc utiliser le concept d'une fenêtre. Ok? Donc imaginons là que une fenêtre, là, c'est ici dans ce concept-là, c'est un certain poids. Ok? Et là, chaque classe, ok, va avoir un certain ratio là, qui est égal à son poids divisé par la somme totale. Okay? Donc par exemple, si je fais là, ici une fenêtre là, de poids 4, ok, et que classe 1 a poids 2 puis les autres ont poids 1, ok, ça veut dire que ici, par exemple, dans les 4 ici, j'ai besoin d'inclure deux messages de classe 1, un message de classe 2 puis un message de classe 3. Okay? Donc, c'est ça l'idée. Et donc ici, dans cette fenêtre-là de 8, ok, qui a peut-être ici un poids un poids de 20, ok, pour cette fenêtre-là, ok. Donc, il va y avoir 4 messages donc, de classe 1 qui va représenter un poids de 8, et ensuite les autres messages ont un poids de 1. Pardon, c'est une fenêtre de taille 12. Ok, donc là, maintenant on va parler là, des identifiants de corrélation. Donc ça c'est un concept très utile là, si on veut simuler du RPC, okay, du requête-réponse avec des files d'attente. Donc la façon qu'on peut faire ça, c'est avoir deux, par exemple, on pourrait faire deux files d'attente, okay, ou même ça pourrait être dans une seule file d'attente. Mais l'idée c'est que les réponses et les requêtes qui vont être associées par un identifiant de corrélation. Donc par exemple, quand un client veut faire une requête RPC, va, par exemple, RPC numéro 1, va ajouter dans la file d'attente une requête avec l'identifiant 1, et là, le serveur va donc traiter l'information, va exécuter le RPC et retourner un résultat, et va écrire dans la file d'attente résultat de 1. Okay? Donc là, si la file d'attente est partagée, par exemple par plusieurs clients, okay, ben là, chaque client va juste consommer ses propres réponses. Okay? Donc là, ici, le client va réaliser que dans la file d'attente, il y a une réponse à sa propre requête numéro 1 et va la retirer de la file d'attente pour obtenir le résultat, et va savoir que le résultat de ce message, c'est celui qui correspond à sa requête numéro 1 précédente.
OK, et donc finalement ici, transformation de message. Donc ça, c'est pas le rôle du gestionnaire, mais le rôle du broker. Le broker doit être capable, normalement, de convertir dynamiquement, là, donc de façon invisible, là, essentiellement, là, donc transparente, doit être capable de transformer les messages dans le format désiré par les consommateurs. Donc, les publishers, les publieurs vont envoyer des messages dans un certain format. Les consommateurs veulent recevoir les messages dans un autre format. Le broker doit être capable de faire la traduction. Et donc là, c'est là que tout le concept là, de traduction là, pair à pair ou traduction en format canonique, des choses comme ça, vont rentrer dans l'équation. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Ok, donc ici je vous donne un peu un survol de tout ce qu'on a dit. Et comme je vous ai expliqué, il y a des slides bonus cette semaine, donc qui parlent donc de SOAP, de Thrift RPC et de REST API. Et voilà. Donc, bonne semaine.